Bien, merci beaucoup. C'est 3 ans, c'est toujours. Vous m'entendez? Oui, de faire des réunions. Nous sommes 400 inscrits, pas forcément 400 en même temps en ligne, mais nous sommes 400. Donc, je rappelle aux uns et aux autres que, en principe, c'est coupé, mais d'éviter d'avoir son micro coupé. Je vous salue les uns et les autres, même si je ne vous vois pas. C'est un peu toujours frustrant d'être face à une salle à moitié vide et de savoir qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent. En tout cas, bienvenue à ce webinaire qui est attendu. Monsieur le directeur des affaires civiles et du Sceau, Madame la présidente du tribunal judiciaire de Rennes, Madame Laurence Joly, membre élue du Conseil national des barreaux, Mesdames, Messieurs, chers confrères. Je souhaite tout d'abord vous remercier, monsieur le directeur des affaires civiles et du Sceau, d'avoir accepté de vous joindre à nous pour ce webinaire de sensibilisation à l'audience de règlement amiable, l'ARA, et de la césure à la suite de la circulaire qui vient tout juste d'être publiée. Et je vous remercie vraiment de venir avec vos services la commenter ce matin. Et je trouve finalement, mais comme d'habitude, assez courageux de venir immédiatement devant le Conseil national des barreaux et les confrères pour toute nouveauté qui, par définition, nous inquiète et parfois nous font poser des questions. Et c'est d'ailleurs ce qui va se passer aujourd'hui. Issue de la politique de développement de l'amiable impulsée par le garde des Sceaux, la profession a pris le parti, puisque vous nous le proposiez, de s'associer à ces travaux et à essayer de faire lentement, mais sûrement, sa révolution culturelle dans un esprit qui est celui de coopération, de bon fonctionnement de l'institution judiciaire et dans une volonté politique ferme que nous avons toujours appelée, à savoir que les modes amiables ne doivent pas se substituer à l'office du juge et que pour nous, tout cela est important. Il n'a jamais été question pour nous d'accepter le fait que le juge s'efface derrière des modes alternatifs de règlement des différends. Et je crois que les équilibres sont trouvés. Les changements sont importants dans ces deux modes nouveaux de fonctionnement de la procédure civile et il était important que vous puissiez venir nous les expliquer, les commenter, même si les uns et les autres, magistrats comme avocats, allons découvrir de nouvelles aventures, probablement de nouvelles aventures procédurales. Déjà pointe, mais je viens de l'évoquer avec vous, des inquiétudes, mais je pense que nous sommes là justement pour les commenter, les dissiper s'il y a lieu. On me dit, mais comment se fait-il que l'avocat puisse être exclu lorsque le juge veut entendre directement les parties et que les parties ont leur avocat? Il faudra expliquer et répondre à cette question. Il faudra s'expliquer sur le fait que, parce que ça peut gêner le fonctionnement des cabinets, qu'un juge puisse, après l'ordonnance de clôture, voire même à l'audience, estimer que finalement une procédure de hara pourrait être lancée, alors que le dossier peut paraître clos et terminé pour les avocats. Il faudra, sur la césure, évoquer les questions de péremption d'instance et de relance de la procédure, d'ailleurs, à nouveau dans l'ARA. Voilà, toutes ces questions, elles vont vous être posées, elles vont nous être posées. En tout cas, mesdames, messieurs qui nous voyez et qui nous écoutez, sachez que tout cela sort aussi de discussions qu'il y a eu avec notamment la DACS. C'est la DACS qui arbitre, c'est elle qui est à la manœuvre sur la procédure civile, mais je dois dire que nous avons particulièrement par vous, monsieur le directeur, et vos services, de l'écoute. Vous ne nous donnez pas toujours raison, vous nous expliquez un certain nombre de choses, mais je dois dire et reconnaître ici que les choses se font en bonne intelligence et en discussion. Et c'est exactement ce que nous faisons ce matin. La circulaire sort hier soir, vous la commentez, nous la commentons aujourd'hui. Voilà, un grand merci, Madame la Présidente aussi, un grand merci d'être ici. Vos précieux conseils et votre histoire dans les professions judiciaires sont importants aussi pour nous. Voilà, je me tais, je vous laisse la parole, Monsieur le Directeur. On vous remercie encore. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour les mots que vous venez d'avoir à l'égard de la direction des affaires civiles et du Sceau, que je dirige. Je suis très heureux de venir avec mon chef de bureau, Kevin Leclerc-Vu, pour venir présenter donc cette circulaire
qui vient d'être diffusé à l'ensemble des juridictions et des partenaires de justice. Je voudrais vous dire, mesdames et messieurs, chers maîtres dans la salle et donc à distance, l'importance que revêt pour nous les échanges avec les avocats. De manière générale, chaque réforme que nous mettons en œuvre, que nous élaborons, nous essayons de la conduire en étroite concertation avec vous, avec vos représentants, avec vos instances. Et le président Gavaudan l'a souligné il y a un instant. C'est une méthode qui nous paraît fructueuse et c'est vraiment la démarche que nous mettons en œuvre depuis plusieurs mois. Ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir, sur certains points, en réalité relativement limités, des accords, qu'en général, ou des petites divergences, qu'en général, nous arrivons à résoudre. Finalement, l'important, c'est d'arriver en donnant les explications nécessaires, à montrer la finalité de ce que nous cherchons et évacuer certaines inquiétudes ou préoccupations qui, quand on regarde dans le détail, n'ont pas forcément lieu d'être. On aura l'occasion d'y revenir par rapport aux différents sujets que vous avez évoqués il y a un instant et sur lesquels nous avons, avec Kevin Leclercq, des réponses à vous apporter. Je me bornerai, dans le cadre de cette présentation liminaire, à remettre en perspective ces deux nouveaux outils procéduraux que sont l'ARA et la césure du procès par rapport à les démarches qui sont engagées en matière d'amiable. La revalorisation de l'amiable, la politique de l'amiable, c'est une grande priorité du garde des Sceaux en matière civile. Cela résulte d'abord des constats des états généraux de la justice. Ça résulte également du plan d'action que le garde des Sceaux a présenté le 5 janvier dernier. À partir d'un constat qui était relativement simple, c'est qu'il existe depuis un certain nombre d'années des outils dont on peut s'accorder pour dire qu'ils sont insuffisamment utilisés et peut-être sans doute sont-ils perfectibles. Constat également qu'à la différence d'un certain nombre d'autres pays, lointains, mais pas seulement, et quand on compare avec ce qui peut se faire en Belgique ou en Allemagne, nous avons en France une utilisation très limitée des modes amiables et une utilisation qui est en réalité une sous-utilisation qui est assez peu explicable. D'où l'objectif de revoir assez fondamentalement les choses. On va venir sur les deux outils qui sont l'objet du webinaire de ce matin. J'indique d'emblée que nous avons un grand chantier qui a été engagé et sur lequel, Monsieur le Président, nous aurons l'occasion de discuter en détail avec les avocats. C'est celui de la refonte du livre 5 du Code de procédure civile pour mettre fin à cet empilement de dispositions dont l'intelligibilité est aujourd'hui discutable. C'est un chantier au long cours, mais qui nous paraît nécessaire pour pouvoir donner un nouveau souffle à l'utilisation de ces nouveaux modes. S'agissant de l'ARA et de la césure, donc, qui remonte au décret du 29 juillet dernier et qui viennent d'être précisés par la circulaire que vous avez mentionnée, avec une entrée en vigueur au 1er novembre prochain, je dirais d'un mot que ce qui caractérise ces outils dans la relation entre les magistrats, les juges et les avocats, c'est partenariat. Ça a été pensé de cette manière. Et je veux d'emblée dire que s'il peut y avoir des appréhensions, des questions au regard des dispositions et de la circulaire, il faut bien avoir en tête l'esprit avec lequel ces dispositifs ont été pensés, sont présentés et devront vivre. Un partenariat. Voilà. Les avocats sont partie prenante de ces dispositifs et rien ne se fera sans eux. Le garde des Sceaux l'a encore indiqué très nettement hier lors d'un colloque sur l'amiable qui se tenait à la Cour d'appel de Paris. Et je vois aussi dans le dispositif des ambassadeurs de l'amiable qui a été lancé au contact avec les juridictions sur les nouveaux modes de règlement des différends, une traduction de ce partenariat, puisque vous le savez, nous avons 9 ambassadeurs de l'amiable, 3 magistrats,
3 avocats, 3 professeurs d'université. 3 avocats. Les avocats sont partie prenante du dispositif et je tiens encore une nouvelle fois à remercier chaleureusement le président Gavaudan de l'appui, de l'accompagnement du dispositif. Je souligne en particulier la contribution de la présidente Rivail qui nous fait le grand plaisir d'être là aujourd'hui et qui est aussi mobilisée dans ce dispositif. Sur l'audience de règlement amiable, juste un mot pour vous dire que c'est une véritable innovation qui va plus loin que la mission de conciliation qui est dévolue au juge par l'article 21 du Code de procédure civile, avec notamment la distinction entre le juge chargé de l'ARA et le juge du fond du dossier. On reviendra sur le détail de la procédure avec Kevin Leclerc-Vu. Les avocats ont un rôle central durant l'audience de règlement amiable. Je rappelle que le litige en question relève de la représentation obligatoire. Donc, les parties doivent être nécessairement assistées de leurs avocats. Et s'il y a des questions sur les modalités d'intervention des avocats, vous verrez dans un instant que tout est pensé avec eux. Il est évident que la réussite dans la durée de cette réforme ne pourra se faire qu'avec la mise en place de formations, d'accompagnement. Et là aussi, je tiens à saluer l'engagement qui est celui de vos instances, du CNB, du président Gavaudan, pour mettre en œuvre, notamment dans les écoles professionnelles et dans le cadre des formations qui vous sont proposées, les outils de prise en main de ces nouveaux dispositifs. J'ajoute sur un élément d'actualité que l'ARA, pour vivre, aura besoin évidemment d'avoir des magistrats disponibles dans le contexte que vous connaissez. Nous attendons beaucoup de la loi organique et de la loi ordinaire également, qui viennent d'être adoptées par le Parlement, qui vont être examinées par le Conseil constitutionnel et qui prévoient notamment la désignation de magistrats honoraires et de magistrats à titre temporaire pour mener en particulier des audiences de règlement amiable. Ce seront des apports qui seront très, très importants. Sur la césure, je serai très rapide pour vous dire que c'est une procédure qui existe déjà, mais sans la sécurité juridique établie par le décret du 29 juillet 2023, puisqu'elle est, d'une certaine manière, expérimentée au tribunal judiciaire de Paris dans le domaine de la propriété intellectuelle. Le dispositif est assez clair en réalité, est assez simple à comprendre, même si sa traduction procédurale est plus complexe et nécessite un certain nombre de précisions. Il s'agit de trancher les points nodaux du litige, les points juridiques premiers, avant éventuellement de redonner la main aux avocats et aux parties pour se mettre d'accord sur les conséquences qu'il convient d'attacher au point jugé, tranché par le juge. Alors, évidemment, il y aura un certain nombre d'innovations, notamment l'innovation consistant à créer un jugement partiel. Nous avons eu beaucoup de débats lors de la consultation sur les modalités d'appel de ce jugement partiel. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Nous avons essayé, en tenant compte véritablement des retours des consultations, de trouver la meilleure des formules et je crois que nous y sommes conjointement arrivés. Voilà, je ne veux pas être plus long, mais je vous redis tout le plaisir qui est le nôtre de travailler, d'échanger régulièrement avec le Conseil national des barreaux. Je tiens une nouvelle fois à remercier très chaleureusement le président Gavaudan et toute son équipe avec lesquels nous sommes en contact constant. Nous sommes à votre disposition. C'est comme ça qu'on avance. Et encore une fois, les avocats sont des partenaires essentiels de ces nouveaux dispositifs. Et du côté de la direction, nous comptons vraiment sur votre engagement. Merci beaucoup et très bonne continuation. Très bien, bonjour à tous. Je suis Kevin Leclerc-Vu, chef du bureau du droit de la procédure au ministère de la Justice. Donc, je vais aujourd'hui vous présenter les 2 dispositifs que nous avons donc introduits dans le Code de procédure civile français. Simplement, ce que je voulais vous indiquer, c'est que nous nous sommes inspirés fortement de ce qui se faisait au Québec pour l'audience de règlement amiable.
et de ce qui se faisait de ce qui se pratique en Allemagne en ce qui concerne la césure du procès. Alors, pour ce qui concerne l'ARA, l'audience de règlement amiable, donc qui est appelée outre-Atlantique la conférence de règlement à l'amiable, nous l'avons donc intégrée de cette façon. L'audience de règlement amiable, elle s'applique dans un premier temps, en tout cas telle que nous l'avons conçue aujourd'hui, uniquement à la procédure écrite ordinaire devant le tribunal judiciaire et au référé. C'est une innovation, donc il a fallu dans un premier temps que nous puissions évaluer l'introduction dans notre arsenal processuel, le développement de cette ARA. Alors l'ARA, elle est véritablement un mode amiable, en ce sens que, mais j'y reviendrai, le juge va exercer une sorte de super conciliation. Excusez-moi, je reprends mes documents. Donc, je reviendrai sur l'office du président de l'audience de règlement amiable, mais voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est véritablement un mode amiable à part entière, à la différence de la césure. Alors oui, je le disais, elle est limitée dans un premier temps à la procédure écrite ordinaire devant le tribunal judiciaire et au référé. Donc elle s'applique également en matière familiale uniquement devant la formation de jugement de la procédure écrite. Alors, quel domaine d'application? Eh bien, elle n'est applicable que, c'est classique en matière de mode de règlement amiable, que pour les droits pour lesquels les parties ont la libre disposition, c'est-à-dire les droits qui sont des droits extra-patrimoniaux. Donc, on ne peut pas l'utiliser en matière d'état et de capacité des personnes. Si je reprends l'exemple de la matière familiale, vous ne pourrez pas faire l'usage de l'ARA pour le prononcé du divorce, mais vous pourrez en revanche en faire l'usage pour les conséquences du divorce, puisque le Code civil nous permet de conclure des conventions sur les effets du divorce entre les époux, mais également à l'égard des enfants. Donc, elle sera possible dans cette hypothèse. Qui prend la décision d'orienter l'affaire en audience de règlement amiable? Eh bien, c'est le président de l'audience d'orientation, le juge de la mise en état, mais également le président de la formation de jugement. Même si on a ouvert cette possibilité au président de la formation de jugement, il est néanmoins peu probable qu'elle soit ordonnée massivement dans ce contexte, puisque le juge de la mise en état, après un premier échange de conclusions, il a globalement l'ensemble des questions en litige, et donc il est le mieux à même en amont de déterminer si l'affaire pourrait faire l'objet d'une décision de convocation à une audience de règlement amiable. Alors, cette décision est prise donc par les magistrats que je viens de mentionner. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire, donc elle n'est pas susceptible de recours en tant que telle. Et cette décision, elle peut être prise dans un cadre d'injonction, c'est-à-dire que le juge peut décider de la convocation des parties, non pas avec leur accord, mais simplement après avoir recueilli leur avis. Ça signifie que les parties devront se rendre, en tout cas à l'audience à laquelle elles seront convoquées, et puis à charge pour elles de mettre un terme à cette réunion, ou en tout cas à cette audience, puisque dans un premier temps, on peut imaginer que le président de l'ARA informera les parties de l'objet du déroulement d'une audience de règlement amiable, et donc les parties pourront lui indiquer qu'elles ne souhaitent pas s'engager dans cette procédure. Cette décision, elle ne dessaisit pas le juge saisi du litige,
il demeurera saisi du litige, mais qui reprendront dans les conditions que je vais vous... Enfin, que l'instance reprendra dans les conditions que je vous exposerai après. En revanche, la décision de convoquer les parties interrompt l'instance et le délai de péremption de l'instance. Donc, c'est un gage de sécurité juridique pour les parties. Il n'y a pas de formalisme particulier en ce qui concerne cette décision, donc ça prendra la forme d'une ordonnance, par exemple, du juge de la mise en état ou du président de l'orientation. Je vous parlais du président de l'orientation. Il aura la faculté de décider de la convocation des parties à une ARA, mais néanmoins, cette hypothèse sera peu fréquente parce que, vous le savez, il est rare que toutes les parties aient conclu au moment où le juge ou le président de l'audience d'orientation est saisi. Donc, il est plus probable qu'elle soit en réalité décidée par le juge de la mise en état. On a créé un mécanisme qui garantit l'impartialité du juge. C'est-à-dire que le juge qui préside l'audience de règlement amiable n'est pas le juge saisi du litige. Pour des raisons évidentes, si on avait créé un dispositif permettant au juge saisi du litige de mener l'audience de règlement amiable, la difficulté est qu'il aurait eu connaissance des éléments en litige et donc il aurait eu probablement un préjugement sur l'affaire. Donc on a décidé que ce soit un autre juge spécialement désigné pour présider l'audience de règlement amiable. Alors, d'un point de vue très concret, comment ça va se passer? Eh bien, les présidents des tribunaux judiciaires prennent des ordonnances de roulement pour organiser le service juridictionnel des juridictions. Et donc, les présidents prévoiront dans l'ordonnance de roulement qu'à telle date, tel magistrat présidera des audiences de règlement amiable, de telle sorte que le greffier convoquera les parties à la première date utile à laquelle sera attachée une audience de règlement amiable. Donc, ça sera en fait en fonction de l'ordonnance de roulement. Et le directeur vous l'indiquait, nous avons prévu dans la loi organique qui a été adoptée la semaine dernière, nous avons permis la désignation des magistrats à titre temporaire et des magistrats honoraires pour faciliter l'organisation de ces audiences de règlement amiable. Alors, comment se déroule maintenant l'audience de règlement amiable? Eh bien, j'ai envie de vous dire, c'est un mécanisme empirique. Tout dépendra du juge. À mon avis, chaque juge aura sa manière de conduire l'audience de règlement amiable. Tout d'abord, la durée. Eh bien, elle dépendra du litige, parce qu'il y a des litiges qui nécessiteront peut-être un temps plus long d'échange, d'écoute, j'y reviendrai après, mais d'exposer du droit applicable dans les grandes lignes. Donc, tout dépend en réalité du litige et de sa dimension et également du nombre de parties en litige. Je pense notamment aux litiges successoraux qui pourront faire l'objet d'une ARA. Vous avez souvent beaucoup de parties dans ce type de succession, de litige, notamment lorsqu'il y a des représentants d'héritiers prédécédés. Nous, ce qu'on a préconisé, c'est de ne pas dépasser une journée, mais c'est une simple préconisation qui n'a pas de valeur impérative. Alors, quel est l'office du juge qui préside l'audience de règlement amiable? Nous avons prévu que le juge, en réalité, mêle les techniques de la conciliation et de la médiation. On a prévu ce mécanisme pour adapter, si vous voulez, l'office de conciliation du juge de manière à ce qu'il soit plus poussé que dans le cadre d'une simple conciliation, comme vous pouvez la connaître devant les différentes juridictions de l'ordre judiciaire. La mission du juge, elle lui permet également de faire état du droit applicable,
mais sans donner d'affirmation péremptoire, c'est-à-dire de dire, voilà, l'état du droit, il est comme ceci, de manière à permettre aux parties de se situer, de définir leur position, voilà, d'affiner leur position, comme on le dit dans le texte. C'est un élément parmi tant d'autres, parmi les éléments qui entreront dans le cadre du champ affectif. Voilà. Alors, on a dit que le juge avait la possibilité d'aménager le contradictoire. Ça veut dire quoi? C'est ce qui se pratique au Québec. On n'est pas dans le cadre d'un processus contentieux, on est dans le cadre d'un processus amiable. Donc, on a prévu un mécanisme qui permet au président de l'audience de règlement amiable de recevoir les parties séparément. Donc, ce sont des apartés. En québécois, on parle de caucus, mais il a également la possibilité d'entendre les avocats des parties séparément. Il peut également les réunir, comme vous l'avez vu, mais c'est exactement ce qui se pratiquait en matière de conciliation divorce. Le juge pouvait également entendre les parties, enfin, il devait même dans le premier temps de la procédure entendre les parties sans l'avocat. Là, on est dans un processus amiable, donc on a prévu cette possibilité pour le juge d'entendre les parties séparément. Mais ça ne veut pas dire que le contradictoire est rompu. Le contradictoire est nécessaire puisqu'il faut des échanges entre les parties. Donc, je vous le disais tout à l'heure, le juge pourra rappeler les grands principes de droit applicables, mais sans affirmation péremptoire. On l'a bien explicité dans la circulaire. Et puis, il a également la possibilité, mais cela va sans dire. Pardon, excusez-moi. D'accord. A priori, on m'entend mieux comme ça. Donc, je change de micro. Excusez-moi. Donc, je vous disais que du coup, j'ai perdu le fil. Voilà, pardon. Il peut également, et cela va sans dire, consulter les conclusions que les parties ont déposées pour prendre connaissance des éléments en litige pour éventuellement jauger quel est le point de contentieux. Est-ce que c'est plutôt de l'affectif? Est-ce que voilà, ça lui permet en réalité de jauger l'orientation qu'il pourra prendre dans le cadre des échanges entre les parties. On a prévu évidemment que les parties comparaissent personnellement. Donc, à partir du moment où elles sont convoquées à l'audience, elles doivent comparaître personnellement. Et si la procédure est avec représentation par avocat obligatoire, l'avocat doit être présent également. On a prévu également qu'elles peuvent proposer, les parties, des solutions au litige. Enfin, c'est les mécanismes classiques de la conciliation. On a également prévu un principe de confidentialité qui est plus étendu que celui qui est prévu à l'article 21.3 de la loi du 8 février 1995, parce que nous voulions assurer que les parties se sentent vraiment en sécurité dans les échanges. C'est-à-dire tout ce qui se dit, ce qui s'écrit dans le cadre de l'ARA ne pourra pas être discuté dans le cadre de la procédure contentieuse si l'ARA achoppe sur un point et qu'elle est renvoyée finalement qu'elle fait l'objet d'un échec et qu'elle fait l'objet d'un renvoi devant le juge saisi du litige. Donc, c'est vraiment un gage de sécurité pour les parties, de savoir que tout ce qui a été échangé, même les écrits, ne peuvent pas être produits dans le cadre de la poursuite de la procédure contentieuse. Il y a évidemment des exceptions auxquelles je vous renvoie, c'est notamment les hypothèses de violation particulière de l'ordre public. Voilà, on a donné quelques exemples. L'issue de l'ARA. Alors, que se passe-t-il? Donc, vous avez le président de l'audience de règlement amiable qui va donc entendre les parties, échanger, et puis qui va peut-être les orienter vers des solutions. Et puis, les parties... À la fin, elles auront la possibilité, ce n'est pas une obligation, mais elles auront la possibilité, si elles se mettent totalement ou partiellement d'accord, de demander d'abord de faire établir un procès-verbal
en présence du greffier qui n'est pas présent pendant l'audience de règlement amiable, parce que ce n'est pas une audience au sens du code où on l'entend en droit judiciaire privé. Donc, le greffier n'est pas présent lors de l'audience de règlement amiable, mais en revanche, au moment de l'établissement de l'accord, le greffier est présent. Et donc, nous avons renvoyé aux articles 130 et 131 du Code de procédure civile de manière à ce que lorsque les parties parviennent à un accord total ou partiel, elles puissent obtenir la délivrance du titre exécutoire directement. Mais ce n'est pas une obligation. Elles ont également la possibilité de se mettre d'accord. Elles auront peut-être besoin d'un temps d'échange supplémentaire entre elles. Les avocats voudront peut-être conclure un accord transactionnel au sens du code civil, c'est-à-dire avec des concessions réciproques. Et donc, elles auront la faculté ensuite de soumettre à l'homologation du juge, alors plus du juge de l'audience de règlement amiable, mais du juge saisi du litige. Elles pourront lui demander l'homologation, ou si les parties, par l'intermédiaire de leurs avocats, concluent un acte d'avocats, elles pourront demander la position de la formule exécutoire, puisque l'ARA est une forme poussée de la conciliation, comme je vous le disais. Donc, la position de la formule exécutoire s'applique en matière d'ARA. Parce que vous savez, la position de la formule exécutoire n'est possible que si l'acte qui est issu du mode amiable résulte soit d'une conciliation, soit d'une médiation, soit d'une procédure participative. Voilà. Alors, elles peuvent se mettre totalement d'accord ou partiellement. Donc, dans ces cas-là, on peut constater l'accord partiel et puis retourner devant le juge saisi du litige pour qu'il tranche, enfin, pour qu'il renvoie devant la formation de jugement les points qui demeurent en litige. C'est ce qui se passe en convention de procédure participative, ni plus ni moins. De la même manière, si elles ne se mettent pas d'accord, eh bien, le juge saisi du litige va reprendre la mise en état dans l'état où elle se trouvait et renvoyer, si c'est le juge de la mise en état qui est renvoyé en ARA, et ensuite clôturer et renvoyer les parties devant la formation de jugement. Alors, la fin de l'instance, c'est quelque chose qui va vous importer, qui est très importante. Alors, on a prévu un mécanisme pour l'ARA d'interruption de l'instance et du délai de péremption. Donc, plusieurs hypothèses. Le juge donc, est informé que l'ARA a donné lieu à un accord et cet accord a fait l'objet d'un procès verbal. Les avocats, en principe, hein, je vous rappelle l'article 1er, principe d'initiative, seules les parties doivent accomplir les actes de la procédure dans les formes et les délais requis. Donc, normalement, les avocats, le demandeur devra demander le désistement, le juge devra constater le désistement. Si tel n'est pas le cas, à ce moment-là, par bulletin de la mise en état, le juge de la mise en état va inviter les avocats à tirer les conséquences de l'accord et donc inviter les avocats en tout cas l'avocat du demandeur à solliciter le désistement qui sera par la suite constaté. Mais il faut une démarche et à défaut, eh bien, le juge pourra ratier pour défaut de diligence. Voilà. Donc, je vais passer ensuite à la césure du procès. Alors, la césure du procès, elle est, à mon avis, intéressante parce qu'elle met fin à la linéarité du procès civil. Et elle est intéressante parce qu'elle réinvestit l'avocat au cœur du procès civil, parce que finalement, c'est un petit peu à la carte. Et je vais vous expliquer. La césure du procès, le directeur vous le disait, alors je voulais vous indiquer qu'elle est issue du droit allemand. Alors vous la trouvez en droit allemand sous deux formes. Alors pardon, je ne suis pas un germaniste, mais de Teil-Urteil, c'est-à-dire de jugement partiel sur les prétentions, et le Grundurteil quand le jugement partiel porte sur les moyens. Donc en fait, en droit allemand, il est possible de césurer les moyens. Ce choix, nous ne l'avons pas repris parce qu'il était inadapté, notamment à l'article 12 du Code de procédure civile et à l'office du juge tel qu'il est défini dans notre droit. Et en plus, dans les faits, cette séparabilité, elle existe, mais on ne voulait pas, vous le faites déjà en réalité, en abandonnant certains moyens finalement dans vos dernières conclusions. Enfin, c'est quelque chose qui se fait déjà. Donc, je vais vous expliquer comment ça se passe. Donc, le directeur vous disait, finalement, ça vise, il n'y a pas deux assignations dans une césure du procès. Je m'explique.
Vous allez assigner et vous allez considérer que dans un objectif de rationalisation du procès, vous allez soumettre au juge du fond, à la formation de jugement, que certaines des prétentions. Pourquoi? Pour, dans un second temps, en tirer les conséquences. Je vais vous donner des exemples. Pour en tirer des conséquences ou, éventuellement, après le jugement partiel, partir sur un mode de règlement amiable. Donc, vous avez tout d'abord un jugement partiel, mais j'y reviendrai. La césure, en réalité, elle va vous permettre, par exemple, on est en litige de liquidation de régimes matrimoniaux, et vous avez la qualification, vous souhaitez obtenir la qualification juridique, vous n'êtes pas d'accord sur la qualification juridique de bien propre, par exemple. Eh bien, le juge va trancher la qualification de bien propre, et dans ce cas-là, vous pourrez en tirer les conséquences en considérant que le juge ayant tranché ce point, vous n'allez pas demander de droit de créance, il n'y aura pas de créance entre époux, et donc le litige s'arrêtera sur ce point. C'est également la faculté, par exemple, si on prend un exemple issu du droit de la responsabilité, la possibilité pour le juge, donc vous aurez la possibilité de soumettre au juge que, par exemple, la déclaration de responsabilité, pour ensuite vous engager dans un processus de règlement amiable qui pourra être une conciliation, une médiation ou une procédure participative pour vous mettre d'accord sur le montant des indemnités, par exemple. Vous voyez ? Donc, c'est à la fois un objectif, ça peut à la fois vous permettre de rationaliser le litige, en tout cas le traitement du litige, et à la fois vous permettre de vous orienter vers un mode de résolution amiable des différends. Donc, je vais entrer un petit peu dans la technique. Donc là, on a réinvesti l'avocat, il est au cœur du dispositif parce qu'en aucun cas le juge, principe d'initiative oblige, en aucun cas le juge ne peut contraindre les parties à césurer le procès. Pardon pour ce barbarisme, mais c'est beaucoup plus simple à dire. C'est-à-dire qu'elle devra émaner des avocats, et plus particulièrement sur le mécanisme utilisé. Seul le juge de la mise en état pourra orienter l'affaire en césure. Donc, ça signifie que le juge de la mise en état doit être saisi de conclusions qui lui sont spécialement adressées. Article 791 CPC. Mais on a également prévu que cette césure, elle fasse l'objet d'un acte d'avocat, contresigné par avocat. Pourquoi ? Parce qu'on voulait être sûr que toutes les parties soient d'accord sur les prétentions qui font l'objet de la césure, du jugement partiel, de manière à garantir la sécurité juridique donc garantir la sécurité juridique à la fois du juge, mais également des parties, pour que des parties ne soient pas oubliées, parce que le juge va devoir regarder les parties qui sont constituées et donc vérifier qu'elles ont bien contresigné l'acte d'avocat. Donc, c'est un acte d'avocat classique, donc tel qu'il est défini. Le CNB, sur le site internet, a mis en ligne sur l'acte d'avocat, de manière générale, une sorte de guide des bonnes pratiques. Eh bien, c'est la même chose, sauf que dans cet acte d'avocat, toutes les parties vont indiquer voilà les prétentions que nous comptons soumettre à la césure et donc au jugement partiel. Donc, j'ai abordé la forme, le périmètre. Alors, on va réintroduire au cœur des débats judiciaires la notion de moyens et de prétention, puisque ce sont seulement les prétentions qui peuvent faire l'objet d'une césure. Donc, il faudra que les avocats identifient les prétentions qui sont séparables les unes des autres. Il ne faut pas qu'il y ait d'interdépendance, donc ça sera de la casuistique. Et donc, toutes ces prétentions figurent à l'acte d'avocat, puisqu'elles définissent, l'acte d'avocat définit le périmètre de la césure.
Donc, je le disais, conclusion spécialement adressée au juge de la mise en état, acte d'avocat. Le juge va rendre une ordonnance de clôture partielle. Donc, on a introduit la notion de clôture partielle. Et donc, cette ordonnance de clôture partielle, elle consiste classiquement à renvoyer les prétentions qui font l'objet de la césure devant la formation de jugement qui va trancher ces prétentions. Par exemple, le principe de la responsabilité. Voilà. Donc, c'est une ordonnance qui est une simple mesure d'administration judiciaire. Le juge n'est pas tenu de renvoyer en césure, enfin d'ordonner la clôture partielle aux fins de césure s'il estime que les prétentions ne sont pas séparables et que peut-être que ça introduira une usine à gaz dans le traitement du litige. Le juge n'est pas tenu. Donc, le mieux étant voilà, peut-être de discuter avec le juge de la mise en état via un bulletin voilà, de l'opportunité ou pas si vous avez un doute. À mon avis, par exemple, en matière de responsabilité, il n'y a pas vraiment de doute, hein. Les prétentions sont séparables. On a d'un côté, c'est assez binaire, quoi, en réalité. Alors, le jugement partiel, donc c'est une nouvelle catégorie de jugement qu'on a introduit dans le Code de procédure civile. Il est rendu donc à l'issue de l'audience de plaidoirie ou s'il n'y a pas d'audience, eh bien, à la date qu'on vous aura communiqué à la date que le greffe vous aura communiqué, mais c'est classique, c'est la procédure sans audience, donc on ne déroge à rien. Alors, on a prévu que l'exécution provisoire ne soit pas de droit, et pour des raisons évidentes. Si vous comptez vous engager dans un processus de règlement amiable, mais j'y reviendrai après sur l'appel, mais que vous n'êtes pas d'accord sur le prononcé, sur la solution qui a été retenue par le tribunal judiciaire, il n'était pas question que le jugement soit revêtu de l'exécution provisoire de droit. Donc, elle est possible, elle sera toujours possible, il sera possible de la prononcer, mais en tout cas, elle n'est pas prévue dans les textes de plein droit. Alors, les voies de recours, le jugement partiel est susceptible d'appel immédiat pour les mêmes raisons que précédemment évoquées, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas d'accord avec le jugement partiel, il va être très compliqué dans un second temps de vous engager vers un mode de résolution amiable. Donc, il est préférable que la cour d'appel tranche la contestation par une décision qui aura, le cas échéant, force de chose jugée ou qui sera définitive. En revanche, on a prévu que, favorablement, on a prévu que l'appel est instruit selon les formes de l'appel à bref délai, selon les délais et les formes de l'appel à bref délai. En revanche, l'appel du jugement n'est pas un motif d'interruption du délai de péremption de l'instance, et je vais vous expliquer pourquoi on n'a pas prévu d'interruption de l'instance. On n'a pas prévu d'interruption de l'instance parce qu'on ne voulait pas que la césure puisse rallonger le traitement des procédures. Parce que s'il y a interruption de l'instance, vous ne pouvez plus conclure, vous ne pouvez plus déposer d'acte. C'est logique. Or, nous, ce que nous souhaitions, c'est que parallèlement, si par exemple vous acquiescez au jugement partiel, et que vous vous dirigez vers un mode de résolution amiable, vous puissiez continuer à vous mettre en état sur les prétentions subsistantes, sur les prétentions qui font, par exemple, l'objet du mode de résolution amiable. Ou si vous ne souhaitez pas continuer de conclure, vous pourrez toutefois demander au juge de la mise en état de surseoir à statuer jusqu'à l'événement que vous déterminerez dans vos conclusions. Donc, ça peut être l'accord ou l'échec du mode de règlement amiable, ça peut être à l'issue de l'arrêt d'appel, statuant donc sur le recours. Donc, on a fait en sorte que vous puissiez continuer à faire avancer l'instance parce que si ça dure 1 an et demi, eh bien, 1 an et demi, c'est beaucoup pour les parties, donc ça vous permet de continuer de conclure sur le fond dans l'hypothèse où la résolution amiable aboutirait à un échec. Voilà. Et puis, on a prévu évidemment que la mise en état ne peut pas être totalement close, c'est-à-dire sur les prétentions qui ne sont pas concernées par la césure.
elle ne peut être totalement close que lorsque le jugement partiel ne peut plus faire l'objet d'un appel, soit parce que le délai d'appel est expiré, soit parce qu'un appel a été interjeté, mais c'est logique, ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà, donc je me tiens à votre disposition si vous avez des questions. Voilà, je vous remercie de votre attention. Bonjour à tous. Donc moi, je suis présidente d'un tribunal et si j'ai souhaité venir aujourd'hui, c'est un peu pour symboliser ce partenariat qui doit exister entre les magistrats et les avocats dans le développement des modes amiables. Je suis persuadée que les modes amiables ne peuvent se développer sans ce partenariat, sans avoir échangé entre nous à la fois du périmètre de ces modes amiables, mais également des modalités et du processus qui peut être mis en place. Donc, c'est une politique civile de juridiction que nous menons, chef de juridiction, pour cette communication qui doit être vraie et établie avec les avocats des barreaux. Vous avez vu que les modes amiables, ce sont vraiment des modes protéiformes, que ça dépend bien évidemment des circonstances, ça dépend des événements, du cadre juridique, et que ces modes peuvent être proposés à tout moment du procès. Ainsi, il y a la médiation, la conciliation, la procédure participative et maintenant les audiences de règlement amiable et pourquoi pas la césure, parce que la césure peut être aussi un moyen de faire de l'amiable. Nous sommes là donc pour évoquer ensemble aujourd'hui dans les MARD ces nouveaux modes qui sont l'audience de règlement amiable et la césure, que je mets dans les règlements amiables, mais je vous expliquerai pourquoi. Après examen, vous verrez que ce sont finalement des dérivés d'autres modes amiables et qu'il s'agit quelque part, je me disais hier, de symboliser un arbre à plusieurs branches ou qui peuvent être convergentes avec un seul objectif. C'est celui d'une justice. On nous a demandé dans les États généraux une justice plus lisible, plus rapide et plus humaine, puisqu'il avait été dit que la justice était trop lente. C'était les conclusions qui ressortent des États généraux de la justice, une justice trop lente et en quelque sorte déshumanisée. Donc ces modes amiables sont là pour remettre de l'humain et puis trouver une solution définitive au litige. Donc sur les ARA, je vais vous donner un peu la position du juge qui a donc ce nouveau mode amiable à sa disposition. Madame Frisero, dans un article récent, a dit que le juge de l'ARA, c'était un juge conciliateur augmenté, teinté de médiation. Je trouve que la définition est extrêmement intéressante. C'est une expression qui résume en quelque sorte le processus. C'est un juge qui tente de concilier, mais avec des moyens et des modes de communication qui sont les modes de communication de la médiation. Donc, première question, quel juge? Donc, évidemment, il faudra les indiquer dans l'ordonnance de roulement et vous aurez donc le nom des juges, du juge conciliateur qui sera donc amené à concilier. Ça pourra être un juge professionnel peut-être pour commencer. Moi, je pense que dans l'expérimentation, c'est intéressant qu'un juge professionnel commence, puis un magistrat honoraire ou un magistrat à titre temporaire, si tant est qu'on en ait un petit peu plus qu'actuellement, parce qu'ils sont beaucoup quand même dans les audiences pénales, en tout cas à Rennes. Donc, première question, ce juge conciliateur, évidemment, il doit être formé. Nous avons organisé, dans le cadre de la convention qui a été conclue entre l'ENM et le Groupement européen des magistrats pour la médiation, une première formation à Rennes les 23 et 24 novembre pour apprendre à présider une audience de règlement amiable, parce que c'est quand même quelque chose de nouveau pour les magistrats, même si les magistrats font de la conciliation, c'est quand même pas tout à fait la même chose. On est dans la conciliation augmentée, teintée de médiation, donc c'est autre chose et il faudra véritablement que les juges soient formés. Le juge formé, il aura aussi à réfléchir, et ça, c'est là que les échanges avec les barreaux sont extrêmement importants, à la nature des dossiers qui pourraient être sélectionnés en ARA.
Les indices favorables auxquels on peut déjà penser, ce sont les indices qui concernent les caractéristiques du litige, par exemple litige à fort contenu émotionnel, les besoins des parties, par exemple, plus larges que celui du cadre juridique, une application de la règle de droit qui serait inadaptée aux circonstances, une disproportion entre les enjeux, les délais et l'aléa du litige, et enfin, peut-être une décision qui est difficilement exécutable à terme, et n'oublions pas le secret des affaires qui doit être protégé dans certains dossiers où l'enjeu de confidentialité est extrêmement important. Je pense à la propriété intellectuelle, par exemple. Ça peut être aussi donc, une sélection des dossiers sur les relations entre les parties, donc des relations de proximité personnelle et ou affective et familiale. On nous a parlé, monsieur le chef du bureau nous a parlé de l'indivision successorale ou post-communautaire. Je pense aussi au SCI familial. Et il peut y avoir aussi des relations de proximité géographique. Je pense aux troubles du voisinage, à la copropriété, et également des relations enfin de proximité commerciale, donc baux commerciaux, conflits entre associés, concurrence déloyale, propriété intellectuelle. Donc vous avez un champ qui est relativement vaste, et je pense qu'il est intéressant dans un premier temps d'échanger avec nos barreaux respectifs sur ce périmètre d'intervention. Pourquoi échanger? Parce qu'il faut absolument que l'avocat ait un rôle et soit notre partenaire dans ce développement des modes de règlement amiable, et notamment donc de ces audiences de règlement amiable. Il faut ne pas oublier aussi que dans ce périmètre, on doit avoir des droits qui sont de libre disposition. Donc, il faudra aussi également faire attention à ça. Alors, une fois que le juge aura sélectionné ces dossiers, à mon avis, il faut réfléchir aussi au moment où on envoie en ARAS. Je pense qu'il faut absolument, comme vous l'avez dit, qu'il y ait des conclusions de part et d'autre, qu'on sache de quoi parlent les parties, leurs moyens, leurs prétentions, puisque le juge conciliateur, n'oublions pas, doit connaître ce que nous dit le texte, les positions et intérêts respectifs, ainsi qu'appréhender ou d'expliquer les principes juridiques applicables au litige. Donc, à mon avis, ce ne sera pas effectivement, vous avez raison, je suis de votre avis, le juge de l'orientation, mais ce sera le juge de la mise en état qui, une fois que les conclusions auront été échangées, pourra envoyer en ARA. Il peut le faire par simple mention au dossier, et la convocation se fera par l'intermédiaire du greffe, à une date prévue, alors qui pourrait être peut-être choisi, ce serait peut-être plus simple, d'un commun accord entre les avocats et le juge, et cela permettra de ne pas avoir de renvoi, de ne pas perdre de temps. Parce que l'idée de l'ARA, évidemment, c'est de ne pas perdre de temps, c'est de pouvoir trouver une solution plus rapide que le procès, sinon elle perd un peu de son intérêt. Donc, le déroulé de l'audience, une fois que les dossiers sont sélectionnés, qu'on a convoqué les parties, que tout le monde est là, l'audience, donc, elle se déroule en présence des parties. Et là, je dirais que c'est assez créatif. On ne sait pas trop comment vont se dérouler les audiences de règlement amiable. On sait comment elles se passent, par exemple, en Belgique. On sait qu'en Belgique, le dossier prend à peu près 2 heures. Donc, il y a deux dossiers par demi-journée. Mais il peut y avoir un dossier par demi-journée. Bon, une journée entière, je suis un peu sceptique parce que, bon, voilà, tant qu'on n'a pas l'effectif pour cela, c'est un peu plus compliqué. Et puis, une journée entière, on peut tourner en rond, je pense, au bout d'un moment. Le mieux, c'est éventuellement de renvoyer à une autre audience si on n'avait pas terminé de finaliser un accord. On peut également décider de faire des apartés quand on voit, par exemple, que la situation est bloquée, qu'on n'avance plus. Aparté avec les parties, moi j'aurais tendance à dire avec leurs avocats, parce que si les parties sont avec leurs avocats, c'est qu'elles ont besoin aussi d'être rassurées. Donc, mais si on fait, voilà, on peut faire des apartés avec une des parties qui est bloquée ou avec les deux parties, pourquoi pas. Ça, je pense qu'il n'y a pas d'obligation véritable. En tout cas, parties et leurs avocats, à mon sens. Mais ça n'engage que moi.
Le juge doit rester neutre et impartial. Alors, c'est là que l'information du juge est importante, parce que donner la compréhension des principes juridiques applicables, mais en même temps être conciliateur, donc conduire un petit peu vers une solution, voilà, c'est acrobatique pour le juge. Il doit rester impartial, mais je pense qu'il doit, enfin, moi je vois ça comme ça, il doit en fait expliquer la jurisprudence, dire voilà, vous avez des chances de perdre ou de gagner parce que la jurisprudence est celle-là actuellement. Alors, ça implique, vous l'avez compris, que le juge fasse un exposé, hein, à mon avis, des moyens et des prétentions, et que le juge ait bien évidemment travaillé son dossier, hein, avant d'entrer en ARA. Donc, pour que ce soit efficace et puis qu'il puisse maîtriser, hein, les prétentions et les principes juridiques applicables au litige, hein, ce que nous demande le décret de juillet 2023. Donc, les échanges se font entre les parties, expression des besoins des parties, c'est là qu'on glisse un petit peu vers la médiation peut-être, parce que les besoins des parties, on n'est pas forcément dans le juridique, mais on est dans les besoins des parties. Par exemple, une idée, conserver des relations, conserver de bonnes relations, je pense aux troubles du voisinage, conserver de bonnes relations commerciales, par exemple aussi, maintenir les relations commerciales. Et donc, ce sont des éléments qui doivent être pris en compte. Et donc, on arrive à un moment donné à un accord, partiel ou total. Et à ce moment-là, en cas d'accord partiel et total, que fait-on? Alors, on a plusieurs solutions. C'est vrai qu'on est assez. Il faut être créatif, hein, donc on verra en fonction des circonstances. Mais il peut y avoir donc on fait revenir le greffier pour signer un procès-verbal d'accord, donc pour rédiger un accord avec les parties. Le greffier signe sous la dictée du juge avec un échange avec les parties. Vous voyez, enfin, c'est quand même assez large. Et à la fin, tout le monde signe. Bon, ça, c'est ce qu'on a pu trouver, ceux qui ont eu l'expérience. Enfin, moi, j'étais juge d'instance, j'ai fait des conciliations comme ça avec les parties. Tout le monde signait et à la fin, le PV, effectivement, avait force obligatoire. Et maintenant, on a cette possibilité, effectivement, de le faire revêtir la force exécutoire, hein, par l'intermédiaire du greffier, donc ce qui va encore plus vite. On peut aussi imaginer par exemple, de noter les points d'accord et les avocats souhaitant rédiger l'accord global. Et à ce moment-là, on pourrait renvoyer peut-être soit une autre audience de règlement amiable juste pour signer l'accord global, soit cet accord fait l'objet ensuite de conclusions des avocats, assorti d'un acte d'avocat qui vraiment précise l'accord. Et le juge de la mise en état reprend son rôle, qui est de constater le désistement. L'accord peut rester confidentiel aussi. On peut dire qu'il y a eu un accord entre les parties et on peut constater le désistement. Moi, je le vois assez régulièrement, hein, dans les audiences de référé. Quand je renvoie en médiation, eh bien, j'ai des dossiers qui reviennent où on me dit l'accord a été pris, donc on vous demande juste de constater le désistement, mais on ne vous donnera pas la teneur de l'accord. Et je dirais, peu importe, hein, si les parties sont arrivées à un accord pour résoudre leur litige, c'est quand même ça qui compte. Donc, voilà pour cette fin d'audience. Voilà, il peut y avoir donc un accord partiel et donc le juge de la mise en état est ressaisi des prétentions qui restent à trancher. L'audience de règlement amiable, c'est important, elle interrompt l'instance et les délais de péremption. Il n'empêche qu'il pourrait être intéressant peut-être pour le juge qui renvoie en ARA de fixer une date devant le juge de la mise en état de retour du dossier. Alors, c'est une pratique que j'opère en référé, moi, pour ne pas tout simplement oublier les dossiers qui partent en ARA et pour pouvoir les faire revenir, et puis peut-être aussi pour cadrer un petit peu dans le temps, hein, cette audience de règlement amiable. Voilà comment on peut envisager du côté du juge la mise en œuvre de cette audience de règlement amiable. Un petit mot aussi sur la césure du procès. La césure du procès civil. Alors, moi, je reviens toujours aux définitions, c'est important. La procédure du dossier civil, ça consiste pour les parties à scinder leurs prétentions, hein, et à solliciter finalement du tribunal judiciaire qui rende un jugement partiel, uniquement sur les prétentions qu'elle détermine. Et voilà. Donc, moi, je dis que ce processus, il est entre vos mains, entre les mains des avocats. C'est vous, avocats, qui allez décider de
pour toutes sortes de raisons, hein, on en parlera tout à l'heure, mais de scinder le litige parce que vous avez besoin d'avoir une réponse plus rapide, parce que c'est ça aussi, hein, l'objet, c'est que la réponse soit plus rapide. Vous avez besoin de trancher immédiatement certaines prétentions. Alors je pense, mais on l'a dit tout à l'heure, au principe de la responsabilité en matière de contentieux immobilier. On laisse ensuite les parties discuter entre eux de la répartition des indemnisations. Ça peut être aussi en matière de propriété intellectuelle, de droit d'auteur, ça peut être aussi en matière de brevet, aussi de reconnaissance en fait d'un titre, hein, de quelque nature qu'il soit. Mais je dirais ça aussi, on peut échanger avec les magistrats, les juges de la mise en état, parce que certes, nous ne sommes pas à l'initiative, mais nous pourrons aussi favoriser ce jugement partiel et on pourra ensuite voir ce qu'il adviendra du reste. Hein. C'est ce que, enfin, on appelle ça le reste, mais en fait, ce qu'il adviendra des prétentions non tranchées. Donc, selon la nature du contentieux, on peut avoir besoin de trancher certaines prétentions et de demeurer dans la confidentialité. Et c'est là où on revient au mode amiable pour échanger, que ce soit dans le cadre d'une conciliation, d'une médiation, de transactions, peu importe, échanger sur les conséquences, de ces prétentions initiales qui seront tranchées. Alors, le processus judiciaire, je vous l'ai dit, il est vraiment entre vos mains. Cette demande de jugement partiel fait suite donc à une mise en état partielle et le juge de la mise en état rendra une ordonnance de clôture partielle. C'est vrai que c'est un nouveau type d'ordonnance qui permettra de fixer soit une date de plaidoirie, soit une date de dépôt lorsque les avocats ne souhaitent pas d'audience. Ça peut être donc même encore un peu plus rapide. Et sur la mise en état pour les prétentions qui subsistent, là, à ce moment-là, le juge pourra peut-être prononcer un sursis à statuer jusqu'à l'événement qui pourra être soit le jugement définitif ou l'arrêt de la cour d'appel. Alors, le jugement, c'est vrai que le sursis à statuer, il doit être dans le jugement partiel plutôt, dans la décision qui portera sur les prétentions donc, qui ont été choisies. Il faudra indiquer dans ce jugement-là le sursis à statuer jusqu'à ce que la décision soit définitive de première instance soit prise, soit le prononcé de la décision d'appel. C'est ça. Ce qui permettra aux parties, ce qui permettra une interruption du délai de péremption. Mais en même temps, s'il y a un sursis à statuer, on ne pourra pas forcément, toute reprise d'instance, toute conclusion va interrompre en fait ce délai finalement. Je réfléchis tout haut, mais bon, voilà, c'est pas forcément. Je vous laisserai ensuite exposer ce point. En tout cas, donc, ce qui pourrait être intéressant peut-être, c'est que le juge des mise en état note ce dossier à moins de 2 ans et convoque les parties à une audience de mise en état sur incident où il pourra effectivement refaire le point. Peut-être que ça, c'est peut-être un peu plus intéressant. Il pourra refaire le point avec les avocats sur l'état des prétentions subsistantes. Parce que je pense que ce qui serait quand même le plus intéressant dans ces jugements partiels, ce serait qu'il y ait une discussion, un échange qui soit même dans un cadre conventionnel, pourquoi pas, qui puisse amener à un accord derrière. Ce serait vraiment l'intérêt du jugement partiel, à mon sens, parce que ça permettrait de ne pas revenir devant le juge ou de revenir pour une simple homologation ou de revenir pour constater le désistement d'instance si vous souhaitez rester dans la confidentialité. Mais en fait, tout est possible. Je pense que ce sera dans la phase expérimentale où on pourra voir comment on s'oriente sur les prétentions qui subsistent. Autant les prétentions qui seront tranchées, on sait à peu près où on va. Sur les prétentions qui subsistent, je pense que le champ est ouvert. Le champ des possibles est ouvert, le champ de l'amiable est ouvert. Mais c'est vrai que si on revient avec un second jugement après, quelque part, c'est un peu dommage, parce que finalement, c'est celui-là qui aura perdu du temps. Donc, je pense que pendant ce temps, il faut vraiment en profiter pour engager un processus amiable, quel qu'il soit.
Voilà donc ce que je voulais dire sur ces 2 points. Je reste à votre disposition pour répondre à vos questions, bien évidemment, qui concerneraient les magistrats et les relations entre les magistrats et les avocats. Et je vous remercie de votre attention. Je vais passer la parole donc à Monsieur Leclerc-Vuc, ou peut-être qu'il voulait compléter. Ah ben Laurent Joly. Bonjour à tous et à toutes. Donc, Laurence Joly, je suis avocate au barreau de Thonon-les-Bains, élue au CNB et membre de la commission MARD. Mon propos, je vais examiner essentiellement l'audience de règlement amiable. Je vous dirai quelques mots de la césure du point de vue de l'avocat. Concernant l'audience de règlement amiable, l'avocat va avoir un rôle central, surtout dans les procédures avec représentation obligatoire, à partir du moment où il s'agira d'une relation triangulaire entre le magistrat, l'avocat et le justiciable. Dès lors, tous les avocats qui vont intervenir en procédure ordinaire vont devoir… Laurent, si vous m'entendez, Oui. on ne vous entend pas en revanche. Moi, mon micro fonctionne. Mon micro fonctionne. Merde, mettre. Ah oui. Et là, est-ce que mon micro fonctionne? J'ai un problème de micro, mais moi, il est mis en œuvre. Moi, mon micro fonctionne, il est ouvert. Oui, a priori, à distance, on vous entend, mais nous, on ne vous entend pas à l'auditorium. D'accord. Est-ce que ça pose une difficulté afin que je continue ou pas? Alors, je vais voir avec la technique. Parce que oui, d'après ce que je voyais, mon micro fonctionnait et on m'entendait à distance. J'attends avant de reprendre, puisque manifestement, il y a une difficulté avec le son. À distance, nous nous entendons, mais par contre, au sein de l'auditorium, on ne m'entend pas. Donc, voilà. Donc, il est en train d'être vu si je peux reprendre mon propos. Oui, Émilie? Essayez à nouveau de parler. Là, je parle, je suis en train de parler. Je parle. Donc, non, ça ne sort toujours pas dans l'auditorium. Oui, il y a manifestement, parce que sur les confrères qui sont à distance… Oui, parce que j'ai Charlotte Rock qui est connectée, elle m'a dit qu'elle vous entendait, effectivement. Voilà. C'est juste dans la salle qu'on ne l'a pas, donc je demande à Géraldine si vous continuez ou pas, mais alors le problème, c'est que ça va être compliqué, parce que pour poser les questions, si on ne vous entend pas, ça ne va pas aller. Oui, parce que c'est une difficulté, mais moi, c'est vrai que je n'ai pas de problème. Oui, mais la salle, ils ne vont pas entendre. Que dois-je faire? Je reprends ou pas? Je vais voir avec Géraldine, je vous dis.
D'accord, parce que c'est vrai que pour les confrères qui sont Je sais. qui nous entendent, c'est quand même ils se retrouvent à devoir patienter, c'est un peu dommage. Parce que moi, à distance, tout le monde m'entend. Et le problème, c'est qu'on entend les questions qu'elle a posées. Non, on peut poser des questions. Je vais demander c'est quoi quand tu parles. Elle parle à qui? Elle parle au essentiel. Et toi, tu lui poses des questions et les intervenants te répondent. Ils vont prendre la parole. D'accord, ok. Alors, Géraldine va donner les questions aux intervenants. D'accord. Ils puissent répondre. Ok. Et on espère que d'ici là, ça va être. D'accord. Donc là, pour l'instant, je n'interviens plus. Je laisse Béatrice Rivaille et le chef de cabinet répondre aux questions. Ok. Géraldine. Est-ce que du coup vous avez donc là il y a une question donc qui a été posée par un confrère ou une consoeur, je ne sais pas, mais en tout cas cette question est la suivante: quelle différence y a-t-il entre le jugement partiel, la clôture sanction et le jugement avant dire droit? Alors le jugement avant dire droit, c'est le jugement qui tranche une partie du principal et qui ordonne une mesure d'instruction. La clôture sanction, c'est la clôture qui sanctionne le défaut de diligence de l'avocat qui n'a pas conclu dans les délais qui lui ont été impartis. Et puis, le jugement partiel, c'était ça la question, le jugement partiel, c'est le jugement qui va trancher uniquement les prétentions qui auront été intégrées dans le périmètre de la césure. C'est-à-dire que la formation de jugement, par définition, elle n'aura pas connaissance des prétentions subséquentes ou des prétentions secondaires, puisque dans vos conclusions adressées à la formation de jugement, vous n'allez présenter que vos prétentions objets de la césure et les moyens de fait et de droit sur lesquels ces prétentions s'appuient. Donc, ce n'est pas un jugement avant dire droit, c'est un jugement qui tranche le principal en considération des éléments en litige qui lui sont soumis, c'est-à-dire les prétentions, puisque la prétention, elle est au cœur du procès civil. Je me tue à le dire, mais c'est sans prétention, il n'y a pas de saisine du juge. Enfin voilà, sans prétention, l'acte est irrégulier. Sans prétention, la demande est irrecevable. Enfin voilà, donc la prétention, elle est au cœur de la césure du procès civil. Oui, je voulais juste ajouter quelque chose. Tout à l'heure, c'est vrai, j'ai peut-être apporté une confusion en indiquant qu'on pouvait, à mon avis, on ne peut pas prononcer le sursis à statuer dans ce jugement partiel parce qu'il enferme des prétentions qu'on a déterminées. Donc, c'est un jugement partiel sur les prétentions qui ont été choisies par les avocats. Donc, pas de sursis à statuer dans ce jugement partiel, puisque effectivement, hein, comme vous dites, il enferme, voilà, il circonscrit. Ce sont les prétentions choisies qui circonscrivent quelque part le jugement qui sera rendu par le juge. Et je me permets pour apporter une petite précision sur l'articulation qui n'est pas simple à ce stade à percevoir, mais en fait, elle est la suivante. La formation de jugement, elle tranche le litige, donc elle rend un jugement partiel. Vous décidez d'interjeter appel. Comme le juge de la mise en état demeure saisi sur les prétentions secondaires, des prétentions subséquentes, et vous saisissez le juge de la mise en état d'une ordonnance de sursis à statuer, tout simplement, puisque ce qui fait l'objet du sursis à statuer, ce sont les prétentions secondaires. Voilà la précision que je voulais vous apporter.
Alors, on me pose une question sur le champ d'application de l'ARA. Alors, je vous l'ai dit, devant le tribunal judiciaire, en procédure écrite ordinaire, donc avec représentation par avocat obligatoire, devant le président du tribunal judiciaire, donc statuant en référé. Donc, procédure écrite référée. Et ensuite, le deuxième critère, c'est celui de la disponibilité des droits. Et je vous ai pris le divorce parce qu'on touche à l'état des personnes. Je ne peux pas vous donner beaucoup d'exemples en matière familiale parce que la matière familiale, souvent, c'est de la matière gracieuse. Or, l'ARA n'est possible qu'en matière contentieuse puisque le texte nous dit que le juge saisi du litige décide de la convocation des parties. Donc, c'est qu'il faut un litige. Et en matière gracieuse, il n'y a pas de litige. Donc, c'est typiquement le cas de l'adoption. Donc, je ne peux pas donner cet exemple. L'adoption, par exemple, elle est par définition exclue du périmètre de l'ARA parce qu'il n'y a pas de litige, c'est de la matière gracieuse. Ou alors, j'imagine mal une ARA avec le ministère public, par exemple. Si le ministère public émet un avis négatif sur la demande d'adoption, bon, j'imagine mal ce cas de figure. Mais voilà, donc en réalité, je vous ai donné l'exemple du divorce parce que c'est le plus simple, celui qui parle le mieux à tous les professionnels. Donc, en matière de divorce, vous ne pourrez pas, comme les droits ne sont pas disponibles parce qu'on touche à l'état des personnes, vous ne pourrez pas décider de conclure un acte en ARA sur le principe du divorce. En revanche, je vous le disais, vous pourrez tout à fait demander au juge de prononcer le divorce et puis d'homologuer l'accord que vous aurez établi à l'issue de l'ARA. Vous voyez, on peut faire une ARA, c'est un peu la césure dans l'ARA, quoi. On peut faire une césure dans l'ARA en permettant que le juge, je vous le disais, puisque vous pouvez soumettre au juge saisi du litige les prétentions qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement amiable. Donc, ça veut dire que vous pouvez très bien dire au juge de la mise en état, par exemple, nous sommes d'accord pour partir en ARA sur les conséquences du divorce, mais en attendant, nous souhaitons que vous tranchiez l'altération définitive du lien conjugal s'il y a une contestation sur les conditions de ce mode de divorce. Oui ? Oui ? Voulez-vous, est-ce que maintenant l'auditorium m'entend? Ou manifestement, il y a toujours une difficulté quant au fait que l'auditorium puisse m'entendre. Et c'est ce que je comprends, ça ne marche toujours pas dans l'auditorium. Donc peut-être que... Alors, pardon, je reviens sur la procédure de référé qui n'est pas nécessairement avec représentation par avocat obligatoire. Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, l'avocat est inclus dans le processus. Voilà, l'avocat vient en ARA, il peut, je vous l'ai dit tout à l'heure, être entendu séparément. En revanche, lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, mais que toutefois les parties décident d'être assistées, le président de l'ARA convoquera l'avocat qui assiste la partie devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé. Est-ce que cette réponse c'est celle qui était attendue? Voilà, merci beaucoup. Donc en fait, lorsque la représentation par avocat est obligatoire, présence obligatoire, lorsque une partie est assistée et non pas représentée, donc on est dans un mécanisme qui n'est pas de représentation obligatoire, il est logique que l'avocat soit convoqué également en ARA. Oui, vous m'entendez? Oui, merci. Bonjour, alors je suis une avocate avec plein de questions, mais une en particulier. Dans un domaine typiquement de responsabilité civile professionnelle ou en général, justement par rapport à la césure, on va avoir un problème de responsabilité à trancher avec un dossier bien souvent où il y a bien une quinzaine de parties, des assureurs, des parties des assureurs, des parties impliquées, des entreprises, des assureurs, un besoin d'expertise.
Alors, j'ai entendu hier que dans le cadre de l'ARA, le juge de l'ARA ne pourrait pas ordonner une expertise, donc il faudrait faire une forme de césure dans l'ARA. Première question, comment est-ce qu'on articule ça? Et deuxième question, je fais une césure, on réussit entre avocats représentant nos parties à prendre des conclusions dans un acte d'avocat contresigné pour saisir le magistrat, donc de me demander de trancher la responsabilité. Je vais prendre un cas concret, ça sera plus facile pour moi en fait. Un cas de problème de construction avec un problème de responsabilité, question sur la responsabilité parce qu'on ne sait pas à ce moment-là qui est responsable. Donc il faut une expertise, expertise judiciaire. Ou pas d'ailleurs, mais enfin une expertise qui ensuite permette de mettre plus ou moins tout le monde d'accord sur les causes techniques et les implications techniques. Comment ça s'articule avec la notion des suspensions des délais et compagnie? C'est-à-dire que tout à l'heure, vous nous avez dit césure, jugement partiel, si appel, alors avec une procédure accélérée d'appel, mais en parallèle, pas de suspension sur les demandes subsidiaires, enfin pas subsidiaires, pas du tout, les demandes qui restent à trancher éventuellement. Ces demandes qui restent à trancher, mon problème, c'est que bien souvent, en fait, dans les dossiers de construction, c'est très très long déjà pour identifier techniquement qui est responsable de quoi. Et ensuite de ça, on va pouvoir éventuellement se mettre autour de une table pour essayer de trouver en bonne intelligence les uns les autres qui payent quoi. Mais la demande première, centrale, qui est responsable, vous voyez, quelle est ma question sur comment ça s'articule par rapport à... Est-ce que j'ai été claire? Pas du tout. Non, moi j'ai une petite réponse, mais je laisserai bien sûr le représentant de la DACS répondre. Mais juste, moi j'ai une petite idée. Je me disais que justement, sur la partie des prétentions non tranchées, si le juge de la mise en état rend une ordonnance de sursis à statuer jusqu'à l'événement qui est soit le jugement partiel, soit le prononcé de la décision à la cour d'appel, ça interrompra les délais. Et ça vous permettra de négocier, de discuter entre vous, d'échanger sans être perturbé par le problème, effectivement, hein, de la prescription ou de la forclusion qui apparaît fréquemment dans les dossiers de construction où il y a des appels en cause qui sont formalisés uniquement pour interrompre ces délais-là. Donc, un sursis à statuer, à mon sens, avec indication d'un événement, parce que vous avez qu'un sursis à statuer sans événement, on n'interrompt rien. Donc, un sursis à statuer du juge de la mise en état, vous pourrez faire ça avec un événement qui est celui-là et qui vous permet de négocier. Mais voilà. Très bien, merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, sur du coup, elle a parfaitement répondu à la deuxième question, je vais répondre à votre première question. Votre première question, si je comprends bien, elle consiste à dire que comment je fais si j'ai besoin d'une mesure d'expertise en matière d'ARA, c'est ça? C'est ça? Oui? Oui? D'accord. Voilà. Alors, en fait, le président de l'audience de règlement amiable, lui, n'a pas de pouvoir juridictionnel. Hein. Il n'a aucun pouvoir, il peut entendre les parties, etc. Mais il n'a aucun pouvoir juridictionnel. Donc, ce qui va se passer, c'est que l'ARA, donc d'abord, quand on est en procédure écrite ordinaire, donc devant le tribunal judiciaire, 789 du CPC nous dit que seul le juge de la mise en état est compétent pour ordonner les mesures d'instruction. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez besoin d'une mesure d'expertise, vous allez la demander le plus rapidement possible si vous n'aviez pas auparavant saisi le juge des référés avant d'introduire votre instance. Donc, ça veut dire que d'abord, le juge de la mise en état va ordonner la mesure d'expertise et puis c'est après que qu'il pourra décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable. Personnellement, moi, j'ai été juge de la mise en état assez longtemps et je n'ai jamais eu à connaître d'une demande d'expertise qui soit formulée avant l'ordonnance de clôture. Donc, généralement, vous êtes assez
prudent et vous anticipez, quand il y a une mesure d'expertise, ça intervient assez rapidement quand même après l'introduction de l'instance. Bon, après, c'est pas une généralité, hein, mais donc voilà. Donc en fait, le JME ordonne la mesure d'expertise. La mesure d'expertise prend le temps qu'elle prend, voilà. Et ensuite, se posera l'opportunité, une fois que les parties ont conclu sur le fond, de l'orientation de l'affaire en audience de règlement amiable. Donc, voilà. Il y avait une question par rapport à ça, justement. Par exemple, on est en audience de référé, il est demandé une expertise au juge des référés. Le juge des référés pense qu'il peut y avoir une audience de règlement amiable. Et donc, il peut renvoyer donc, en ARA, donc auprès d'un autre juge, on est d'accord, hein, c'est un autre juge, forcément. Est-ce qu'il peut en même temps ordonner une expertise? Alors là, on est sur des questions qui vont se poser en pratique. Très intelligentes ces questions, parce que c'est ce qui va se produire, hein, forcément. Alors, juste un point précis. En fait, le juge, on n'a pas prévu un mécanisme de désignation, mais de décision de convocation des parties à l'audience pour éviter de saisir un autre juge, parce que c'était des mécanismes qui n'existent pas en procédure civile. Et précisément sur cette question, est-ce que le juge peut, admettons, le juge de la mise en état peut ordonner une mesure d'expertise et en même temps une audience de règlement amiable? Franchement, je vois pas ce qui pourrait l'empêcher juridiquement. Sachant que les experts ont la possibilité de constater l'accord des parties, c'est prévu expressément dans le livre premier, dans les dispositions applicables à l'expertise. Donc après, c'est en termes d'opportunité, je pense que juridiquement, à mon avis, rien ne s'y oppose. Pourquoi pas? Après tout, c'est une simple mesure d'administration judiciaire. Rien ne s'y oppose, mais en opportunité, je m'interroge. Voilà. Oui, bonjour. Je vais reprendre où j'en étais. J'étais au début de mon intervention sur le rôle de l'avocat et dans le champ de l'ARA. Quand j'ai parlé, et c'est au vu des questions que j'ai vu passer sur le chat, j'ai parlé de relations triangulaires et j'en étais là, lorsque nous serons en procédure civile ordinaire avec représentation obligatoire. Et je reviendrai sur le champ de l'ARA qui est précisé dans la circulaire. Mais mon propos était de souligner que l'avocat aura l'obligation dès le premier rendez-vous, d'évoquer avec son client la possibilité de la mise en œuvre de cette ARA. C'est en cela où mon propos et où je parlais de relations triangulaires. Je rappelle quand même à toute fin notre RIN avec l'article 6-1 du RIN qui nous fait à tous, avocats, l'obligation d'envisager avec nos clients en rendez-vous pendant la procédure et tout au long du processus judiciaire la possibilité d'avoir recours à un mode amiable. D'où la nécessité pour les avocats, mais également pour les juges, et ça vous a été dit par Madame la Présidente Rivaille, que nous allons, pour ceux qui ne le sont pas encore, devoir se former à l'accompagnement aux modes amiables, que ce soit pour les avocats ou pour les juges. Je vais donc envisager l'ARA, d'une part, sur la préparation de cette audience de règlement amiable et sur l'audience et l'organisation de l'ARA en tant que telle. Dans quelle procédure, donc, allons-nous devoir mettre en œuvre l'ARA? Et pour ce faire, je reprends la circulaire qui est extrêmement précise. En procédure écrite ordinaire, avec ou sans représentation obligatoire. Mais c'est dans le cadre de la représentation obligatoire où l'avocat interviendra et en procédure de référé devant le président du tribunal judiciaire et devant le juge des contentieux de la protection. Ce qui exclut le juge d'affaires familiales lorsqu'il intervient en référé ou lorsqu'il est hors divorce. Cela répond également à un certain nombre de questions et
Donc, il n'est pas prévu dans le cadre du mode social. Dans toutes les procédures donc, en droit social. Pour en avoir discuté avec un certain nombre de magistrats, quant au contentieux de cet ARAH, il est évident, et Madame la Présidente Rivail l'a rappelé, qu'il faut à tout prix le cantonner dans un premier temps à des matières où le vivre ensemble est essentiel. Ce qui fait que nous allons éventuellement sur tout le grand champ des liquidations de régimes matrimoniaux, des successions, des fins d'indivision entre pacsés ou concubins. Et également, j'en suis, à mon avis, et je l'avais envisagé, sur tout ce qui est ce que j'avais moins qualifié des nuisances de voisinage, c'est-à-dire les servitudes, tous les troubles dans leur ensemble, où les gens sont amenés à devoir cohabiter ou vivre côte à côte. Afin de rassurer tout le monde, parce que c'est une question qui m'a déjà été posée, il n'y a aucune mention à prévoir dans l'assignation. Et la mise en œuvre de cet ARAH, à partir du moment où nous avons l'obligation, et qu'elle s'appliquera sur les assignations qui vont être signifiées à partir du 1er novembre. Nous assignons avec des dates. Aujourd'hui, dans la majorité de nos tribunaux, quand nous assignons, nous avons des dates entre février et avril 2024. Donc, il faudra ensuite que le dossier, quand on est avec une représentation obligatoire en procédure civile, vienne à l'audience et qu'il y ait ensuite, et je le reprendrai, un échange de pièces de conclusion afin que le juge de l'ARAH soit informé. Donc, je ne pense pas que cet ARAH et ces audiences de règlement amiable se mettent en place avant la fin du premier trimestre 2024, ce qui va nous permettre à tous et à toutes de nous mettre en ordre de marche, d'approfondir les difficultés ou les points qui vont devoir être réglés. Voilà mes points sur les contentieux. De toute façon, et cela vous a également été précisé par Madame Rivail, puisque nous avons également pu échanger, et il y a eu également une intervention faite sur exclusivement l'ARAH lors d'un colloque la semaine dernière. Ce champ des compétences, des procédures, va se faire par le biais de discussions dans les juridictions, entre les chefs de juridiction et entre les bâtonniers et les avocats qui pratiquent les modes amiables. Et c'est d'où la nécessité de cette relation triangulaire. L'ARAH, c'est un nouveau type d'audience, va nécessiter une communication essentielle entre les ordres, les avocats et les chefs de juridiction et les magistrats qui vont pratiquer l'ARAH. C'est un dialogue commun qui va se mettre en œuvre et qui va nous permettre ensuite de tous avancer. Le texte, enfin le décret prévoit que le juge recueille l'avis des parties, mais l'avocat peut aussi demander à ce qu'une audience de règlement amiable soit mise en œuvre. Il est donc impératif que lorsque nous aurons nos clients en rendez-vous, nous recueillions préalablement, en ce qui nous concerne, l'adhésion de notre client et du justiciable à cette ARAH. Pour avoir échangé avec un certain nombre de magistrats, à ce jour, les magistrats ne conçoivent pas la mise en œuvre d'une ARAH s'il n'y a pas préalablement un accord des parties. Par contre, nous devrons, nous, étant accompagnants à cette ARAH avec notre client, l'informer de la posture nécessaire de l'avocat en audience de règlement amiable, qui n'est pas la posture de l'avocat en matière juridictionnelle, et ce, afin que notre client ne se sente surtout pas abandonné cette audience de règlement amiable se mettra en œuvre.
Une discussion nécessaire et indispensable également avec notre client, à savoir, puisque nous serons dans une forme de négociation, jusqu'où est-il prêt à accepter, à renoncer à certains de ses prétentions? Quels sont les points de non-retour sur lesquels il n'entend pas pouvoir renoncer à quoi que ce soit? Et également, comment réagira-t-il face à des demandes de l'autre partie? Tout cela doit être envisagé, discuté avec nos clients en rappelant systématiquement les règles de communication dans les modes amiables qui sont d'écouter l'autre, de ne pas couper la parole, qu'il n'y ait pas d'insultes, pas d'agressivité, mais ça, d'où la nécessité également pour les avocats comme pour les magistrats d'être formés, de discuter ensemble et de mettre en œuvre cette audience de règlement amiable. Je rejoins ce qu'a dit Madame la Présidente Béatrice Rivail, c'est que cet ARA, on est avec les prérequis de la médiation pour la mettre en œuvre, mais le juge va avoir un office de conciliation et il va être un petit peu un super conciliateur parce que ce magistrat va rappeler les audiences et va, dans son audience, va rappeler les règles essentielles du droit. Éventuellement, s'il l'estime nécessaire, la jurisprudence qui peut s'appliquer. C'est un champ nouveau. Nous nous sommes posé la question, est-ce que l'avocat doit être en robe? Et s'agissant d'une audience, il nous est apparu important que l'avocat soit dans son rôle d'avocat et donc en robe. Maintenant, l'audience de règlement amiable en tant que telle. Là encore, si vous prenez au Canada, nous avons des audiences de règlement amiable qui peuvent durer une journée. Il a été envisagé avec des magistrats avec qui j'ai pu m'entretenir de faire des audiences de règlement amiable sur une demi-journée. Et le modèle belge prévoit qu'il y ait des audiences de règlement amiable qui durent 1 heure, soit à peu près 2 ou 3 dossiers qui puissent être appelés en audience de règlement amiable par matinée. Là encore, il conviendra que les magistrats et les avocats en charge, j'entends bien, les magistrats en charge de cette audience de règlement amiable conviennent préalablement de la durée de ces audiences, et ce notamment pour nous permettre à nous avocats de nous organiser, d'organiser nos agendas et de permettre également à ce que nos clients justiciables qui ont un emploi et qui travaillent puissent également s'organiser. Je dirais, cette organisation va nécessiter une communication, une préparation par juridiction entre avocats et magistrats. Un mot sur les apartés, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui va être nouveau pour les avocats et pour les juges. En matière d'aparté, tout va être possible, puisque le juge de l'ARA pourra s'entretenir avec les parties et les avocats, peut s'entretenir qu'avec les avocats. Les avocats doivent pouvoir aussi demander à pouvoir s'entretenir avec leurs clients, notamment afin peut-être de faire retomber la tension, d'expliciter un point. Ces échanges peuvent permettre d'aplanir beaucoup de difficultés. L'audience de règlement amiable et la confidentialité, parce que j'ai vu beaucoup de questions et c'est un point qui est également repris. Et là encore, je vais sur ce point spécifique reprendre la circulaire. Que nous dit la circulaire? C'est en page 9 pour ceux qui ont la circulaire devant les yeux. C'est que la confidentialité s'applique à tout ce qui est dit, écrit et constaté pendant cette audience. Donc, tous les écrits établis pendant cette audience. Ce qui veut donc dire
que les conclusions, assignations prises par les avocats avant l'audience de règlement amiable ne sont pas, et les pièces couvertes par cette confidentialité. C'est tout ce qui est produit pendant l'audience de règlement amiable qui est couvert par la confidentialité, avec 2 exceptions que je vous laisse reprendre, qui sont les notions d'ordre public et quand une infraction est constatée. Par contre, j'attire quand même l'attention des avocats sur la circulaire et sur ce qui est indiqué. C'est que si le juge en charge de l'ARA a connaissance de faits qui sont susceptibles de caractériser un délit, une infraction, il a l'obligation de le porter à la connaissance du ministère public et entre autres, il est fait référence à la fraude fiscale. D'où la nécessité aussi d'informer nos clients sur les risques encourus lors de ces audiences de règlement amiable qui peuvent éventuellement amener à la divulgation de certains faits qui constitueraient une infraction. Et l'autre exception concerne tout qui est les atteintes à l'ordre public. Voilà le point sur la confidentialité. Le temps de l'audience de règlement amiable. Le décret nous dit que le juge peut demander aux parties les pièces et d'avoir connaissance des conclusions. Il est donc impossible que l'ARA se mette en place au stade de l'audience d'orientation. Pourquoi? Parce qu'il faut que l'autre partie ait pu communiquer ses pièces et en tout état de cause, et au moins déposer ses conclusions afin que le juge ait connaissance des prétentions réciproques des parties en respectant évidemment le principe du contradictoire. La possibilité de l'expertise en règlement amiable vous a été est reprise dans la circulaire, c'est-à-dire que si il nous apparaît aux avocats présents dans l'audience de règlement amiable qu'un technicien doit intervenir, nous avons parfaitement la possibilité, c'est le texte qui le prévoit, de désigner un technicien par le biais d'un acte d'avocat. Et là, par contre, il sera judicieux, si un accord n'intervient pas, dans le cadre de l'audience de règlement amiable, de lever la confidentialité, puisque la note de ce technicien vaudra expertise et qu'elle pourra, à ce moment-là, être reprise dans un second temps, dans le cadre de la reprise d'instance. Un mot, quelques explications sur la fin de cet ARA et l'accord qui peut être constaté. L'article 774-4 du décret dit bien que les parties peuvent demander au juge de l'ARA, qui là sera assisté de son greffier, de constater l'accord total ou partiel. Il est bien précisé que c'est les parties peuvent demander, ce qui n'empêche en conséquence absolument pas que cet accord soit constaté par acte d'avocat, soit par une rédaction immédiate, soit de prévoir un canevas avec les points d'accord essentiels et une rédaction sous quinzaine. C'est aujourd'hui l'élément, puisqu'il nous avait été indiqué que ça pouvait poser difficulté si c'était systématiquement un acte par greffier, compte tenu de la disponibilité des greffiers. J'ai vu des questions sur l'aide juridictionnelle. Alors, en ce qui me concerne, j'avais déjà eu une question sur ce point-là. L'aide juridictionnelle, il est indiqué, c'est dans la fiche 6 de la circulaire. J'essaie juste de la retrouver en vous parlant, que l'aide juridictionnelle, pardon, non, c'est dans l'article 6, que l'aide juridictionnelle est actuellement reprise comme en matière de médiation, c'est-à-dire 8 UV quand il n'y a pas d'accord et 12 UV avec accord. À mon sens,
et j'ai tenu ce propos il y a moins d'une semaine, donc je le reprends, si il y a une véritable volonté de développer l'amiable, il faudra une véritable volonté quant à l'indemnisation de l'avocat en matière d'aide juridictionnelle dans ces modes amiables, ce d'autant qu'il a déjà été dit, il est parfaitement possible de prévoir ces modes amiables et ces audiences de règlement amiable sur plusieurs, et je ne vois pas comment un avocat, puisque 8 UV, l'UV étant à 36 €, pour moins de 300 € hors taxe, pourra assister valablement une partie dans le cadre de plusieurs audiences de règlement amiable. Et là, il y a une vraie difficulté et ce point devra manifestement être revu. Sur la césure, et j'en dirai juste un mot parce que c'est un point que j'ai beaucoup moins travaillé et donc je ne veux pas reprendre, et Madame Rivail, je trouve, l'a parfaitement explicité. Il me semble que cette procédure et ce mode de règlement, enfin, ce mode avec un jugement partiel peut se concevoir lorsque nous avons un vrai point de droit qui nous fait, et une prétention, par exemple, une succession n'est pas d'accord sur la qualité d'un des héritiers, mais que nous sommes éventuellement d'accord sur tous les points qui en découlent. Eh bien là, la césure trouve toute son importance, ce d'autant qu'après, comme en matière de responsabilité, nous pouvons très bien partir sur une ARAD, sur une médiation, pour trouver des solutions. Je suis bien entendu à votre disposition pour toute autre question et je rends la parole à l'auditorium. Merci. Alors, merci pour votre intervention, maître. J'ai quand même un sérieux doute sur la qualité d'une partie à la succession, parce que là, on est sur une fin de non-recevoir, et en l'état du droit, l'article 789 nous dit que seul le juge de la mise en état est compétent jusqu'à son dessaisissement pour trancher les fins de non-recevoir, puisqu'on touche sur la qualité d'une partie, sa qualité d'héritier, donc irrecevabilité pour défaut de qualité à agir, et donc c'est une fin de non-recevoir qui, à mon avis, ne pourrait pas faire l'objet d'un jugement partiel, sachant que nous n'avons pas prévu des ordonnances. Enfin, je veux dire, la césure, elle existe si on veut, puisque c'est le juge de la mise en état qui va trancher. Donc, à la limite, vous pourriez partir sur un mode de règlement amiable parallèle à l'instance, une fois que le juge a tranché cette fin de non-recevoir. Mais pas, à mon avis, dans le cadre d'une césure du procès tel qu'on l'a conçu, puisque la formation de jugement n'aurait rien à trancher dans ce cas. Mon propos concernait notamment la qualité d'héritier dans un testament, et quand on contestait la qualité d'une des parties dans un testament. Alors, sur l'AJ, moi, je n'ai pas grand-chose à vous dire de plus que ce qui existe, ce qui est dans la circulaire, puisque je suis à la tête du bureau de la procédure et pas du bureau de l'aide juridictionnelle qui est rattaché à une autre direction. Donc, je ne peux pas m'avancer sur les compétences qui ne sont pas les miennes. Je suis navré. Mais vous pouvez adresser vos questions directement. Ouais, exactement, tout à fait. Vous m'entendez? Juste pour revenir à la compétence du juge de l'ARA, il aurait donc des compétences, il est indiqué à l'instant, pour ordonner une expertise. Enfin, oui, enfin, ou pas. Parce que ça vient d'être exposé. Enfin, je voulais juste comprendre. Alors non, pardon. Pardon.
Allez-y, je vous laisse répondre, maître. Oui, du point de vue de l'avocat, une expertise peut être demandée, mais nous pouvons le faire, non pas parce que le juge de l'ARA n'a pas de pouvoir juridictionnel, nous pouvons, nous, avocats, le prévoir. Et alors, excusez-moi, moi, je n'ai pas du tout la mémoire des textes, c'est l'article 1546-3 Oui, c'est ça. de procédure civile qui nous en donne la possibilité, par un acte d'avocat, où les deux avocats définissent d'une part la mission du technicien et où le coût est défini. Et c'est cette note technique qui est rendue qui ensuite vaut expertise s'il n'y a pas d'accord entre les parties lors de l'ARA. Mais ça, ce n'est que l'utilisation d'une disposition du Code de procédure civile qui existe maintenant depuis et qui rentre en application au 1er janvier 2020. Simplement, là encore, parce que ça a été souligné, aux avocats de s'emparer de ce qui existe en modes amiables, parce que c'est aussi une possibilité d'un mode amiable, c'est à l'avocat qui prend la maîtrise de la procédure d'utiliser ce qui est dans le Code de procédure civile, tout comme la procédure participative également. Oui, je suis totalement d'accord avec vous. Le président de l'ARA n'a pas le pouvoir d'ordonner une mesure d'expertise. En revanche, vous pouvez conclure un acte d'avocat tel que le prévoit le droit commun. Tout à fait. On l'a indiqué d'ailleurs dans la circulaire, expressément. Oui, c'est page 9 de la circulaire. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je trouve intéressant, en fait, cette expertise en fait, qui peut être donnée, qui peut être faite parallèlement, parce que je pense que ça peut induire à trouver des accords avec le juge de l'ARA, qui sera, du coup, le dossier peut être renvoyé une fois dans l'attente des constatations techniques, l'acte d'avocat interrompant les délais de prescription et de forclusion en plus. Et ça permettra, enfin, ça encouragera vraiment les parties à trouver une solution. Nous, on essaye de le faire en référé expertise et médiation, où voilà, un expert est désigné et un médiateur est désigné et il peut intervenir à tout moment, soit avant, soit pendant, soit après. Mais je pense que c'est très intéressant. Il me revient de clôturer ce webinaire. Alors, je vais juste quand même… Excusez-moi, il me semble qu'il y a une dernière question ici. Pardon, alors je laisse la dernière question. C'est vrai que je ne vois pas forcément tout ce qui est dans oui, dans désolé. Pardon, toute petite et très pratique toujours dans cet édit-là, Oui. parce que si c'est un acte d'avocat contresigné qui dit « convenant d'une mission d'expertise à confier à tel expert », si c'est dans le cadre déjà de l'ARA, ça sera soumis à confidentialité. Donc, il faut soit prévoir dans l'acte d'avocat qu'on sera d'accord d'emblée pour lever la confidentialité, parce que si l'expertise, in fine, aboutit à un rapport qui ne satisfait pas l'un ou l'autre, c'est ça, hein, pour comprendre la logique. Oui, oui, tout à fait. D'accord avec votre propos sur l'avis du technicien et de le prévoir initialement dès l'acte d'avocat. J'allais intervenir pour clôturer ce webinaire, mais auparavant pour répondre à une question concernant la césure. Lorsqu'il y a eu le jugement partiel, il n'y a pas de reprise de l'instance, puisqu'il y a une continuité, et cela résulte de ce que j'ai pu lire dans la circulaire, de la procédure éventuellement devant le juge de la mise en état, si les points qui restent à trancher ne font pas l'objet d'une ARA ou d'une médiation. Donc ça, c'était une des questions qui pouvaient être envisagées. Je remercie très chaleureusement la DATS par le biais de son… je crois que vous êtes secrétaire général, je ne voudrais pas… ou directeur général. Non, je suis simplement chef du bureau de la procédure. Voilà, alors, vous remercie en votre qualité de chef du bureau de la procédure, monsieur, d'avoir pris le temps de nous expliciter ces deux nouveaux modes que sont l'audience de règlement amiable et la césure. Et
Également de remercier vraiment très chaleureusement Madame Béatrice Rivail qui a fait le trajet depuis Rennes, alors qu'en ce qui me concerne, je suis restée dans ma Haute-Savoie, pour venir vous expliciter le point de vue du magistrat et du chef de juridiction concernant l'audience de règlement amiable et la césure. Et je remercie également tous les participants avec ce webinaire qui a été un peu chaotique quant au son, d'avoir eu la patience de rester à nous écouter. Et bien entendu, je ne doute pas que ce webinaire ne restera pas sans suite parce que nous aurons encore beaucoup de points à préciser et à compléter lorsque ces deux modes vont se mettre en œuvre. Merci à tous.